Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro du JT de la télé. C'est déjà le 14e numéro de cette nouvelle saison. Au sommaire, cette semaine, dans les petites news à picorer, on va parler du départ de Samuel Etienne de la matinale de France Info. On parlera de l'interview du serpent dans 7 à 8 qui avait fait polémique. On parlera d'une plainte déposée par une association LGBT contre CNews. Et enfin, on parlera du gagnant de Nouvelle-École qui a également une plainte, cette fois pour viol. On en parle dans les petites news à picorer. Sans oublier les gros dossiers de la semaine. Cette semaine, on va parler du retour de Plus belle la vie sur TF1 qui est une vraie réalité, on vous en dira plus. On parlera également d'une nouvelle amende pour TPMP après les insultes de Cyril Hanouna contre Anne Hidalgo. On fera un gros point sur la deuxième saison de Drag Race France avec un très gros dossier sur le casting, les nouveautés, les nouvelles émissions. Vous allez tout savoir de la deuxième saison de Drag Race. On parlera ensuite télé-réalité pour conclure cette émission avec W9 qui change de stratégie concernant Love Island avec l'arrivée de stars de télé-réalité. Et on parlera également des influx voleurs qui ont été rattrapés par la répression des fraudes. On en parlera en fin de cette émission. Et nous, on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Et on commence donc ce JT de la télé avec les petites news à picorer. C'est parti, jingle! Et on commence avec Samuel Etienne qui quitte France Info. En effet, les deux parties se séparent. C'est le Parisien et Pure Média qui révèle que Samuel Etienne a décidé de démissionner de son poste de matinalier de la chaîne de France Info. Présent depuis 2017 sur le canal 27, il a donc décidé de prendre un autre rythme de vie et a donc décidé de démissionner de la matinale pour reprendre un rythme moins intense à la rentrée. À ce stade, la personne qui doit remplacer Samuel Etienne n'a pas été désignée. Par ailleurs, le Parisien dit que ce ne sera pas le seul changement de la matinale de France Info l'année prochaine, l'objectif étant de booster la matinale de France Info qui se retrouve dernière chaîne information de France. En effet, au mois de mai, la chaîne enregistre une part de marché de 0,7% de part d'audience. C'est la dernière chaîne de France et surtout la dernière chaîne d'information. Contacté par puremedia.com, ni la direction de France Télévisions ni Samuel Etienne n'ont décidé de faire de commentaires et de répondre aux sollicitations. Mais on le savait, ce n'était plus vraiment une surprise. Samuel Etienne avait déjà fait des annonces dans ce sens sur ses lives Twitch. Il avait laissé sous-entendre qu'il voulait reprendre un rythme moins intense et surtout reprendre un rythme de sommeil plus humain, puisque ça peut avoir un impact sur la santé. C'est en tout cas ce qu'il avait annoncé dans ses lives Twitch. Par ailleurs, il a décidé de mettre encore plus l'accent sur cette nouvelle activité des lives Twitch et donc il veut se dégager plus de temps. Voilà donc pour le départ de Samuel Etienne. Le dimanche 5 février dernier, dans 7 à 8 sur TF1, Audrey Crespo-Mara avait reçu en interview Charles Sobhraj, surnommé le Serpent. L'interview avait heurté certains téléspectateurs qui avaient saisi l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique, car l'individu a été condamné pour meurtre au Népal et il est soupçonné d'avoir assassiné 20 personnes. Le programme avait été suivi par 3,5 millions de téléspectateurs dans une décision prise en assemblée plénière le 26 avril dernier et publiée ce 30 mai. L'Arcom insiste et a constaté que cette séquence, je cite, était dénuée de propos complaisants, dégradants ou encourageant à des comportements répréhensibles. En conséquence, l'autorité n'est pas intervenue à l'encontre de l'éditeur. Par ailleurs, une autre séquence impliquant le serpent, cette fois dans Quelle époque sur France 2, avait également créé la polémique, une invitation qui avait été jugée dérangeante par certains téléspectateurs à nouveau. Toutefois, aucune décision n'a cette fois été prise à l'encontre de l'émission du service public. En décembre 2022, un article de Mediapart avait révélé un incident chez CNews. En effet, un journaliste homosexuel aurait été évincé parce que justement, il avait dénoncé des propos homophobes de sa responsable. En effet, pigiste pour la chaîne depuis 2 ans, il aurait été qualifié de, je cite, fiotte par sa supérieure, des propos qu'il n'a donc pas laissé passer. En représailles, la direction aurait donc mis fin à leur collaboration alors qu'ils s'apprêtaient à signer un CDD. En représailles, la direction aurait alors mis fin à sa collaboration avec le pigiste et aurait donc annulé également un CDD d'1 an qu'il s'apprêtait à signer.
Face à cette situation, deux associations sont alors montées au créneau. D'abord l'association de défense des droits LGBT Mousse, mais aussi associée à Stop Homophobie. Elles ont toutes les deux déposé une plainte pour discrimination liée à l'orientation sexuelle. L'association Mousse a donc décidé de porter cette affaire en justice en tant qu'entité légalement habilitée à agir dans cette histoire, d'après la plainte qui a été déposée. La version des faits est évidemment contestée par la chaîne qui indique, je cite, « On lui a proposé un contrat, la mission allouée ne lui convenait pas, d'un commun accord, on n'a pas donné suite, à aucun moment il n'a été licencié », a donc expliqué CNews auprès de l'AFP. Malgré tout, dans le cadre légal de la pige, dès lors qu'un employeur ne commande plus de pige à un journaliste, il s'agit d'un licenciement. Alors, que risque la chaîne avec cette décision ? En principe, l'atteinte à la non-discrimination est sanctionnée de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Il y a quelques semaines, Netflix lançait la 2e saison de Nouvelle École, une saison entachée par une révélation d'affaires de viol révélée ce jeudi 1er juin par BFM TV. Selon le média, le gagnant de cette nouvelle édition, Useboy, fait actuellement l'objet d'une plainte pour viol. L'existence de cette plainte déposée en août 2022 a été confirmée par le parquet de Paris qui explique qu'une enquête est toujours en cours. Celui qui a été casté par Niska est visé par plusieurs accusations graves d'agression sexuelle donc qui se seraient déroulées entre 2020 et 2021. De son côté, le gagnant de Nouvelle École dément les faits via son avocate interrogée par BFM TV. Selon maître Alicia Dexter, ce dernier serait tombé des nues et n'était pas au courant de l'existence de cette plainte. Je cite, « Il n'a rien à se reprocher et ne sait pas de quoi il s'agit. Si l'enquête il y a, mon client se tiendra à la disposition des enquêteurs », précise l'avocate. De son côté, la plateforme de streaming a précisé qu'elle n'était pas au courant de cette affaire et qu'un gros travail d'enquête était mis en œuvre au moment du casting des candidats. La plateforme précise que, je cite, « Nous n'avions aucune raison de douter de leur moralité ». A noter que Useboy n'était pas présent ce mercredi 31 mai à la soirée célébrant sa victoire dans l'émission Nouvelle École. Voilà, c'est la fin de ces petites news à picorer. On passe maintenant au gros dossier de la semaine, c'est parti. Et on passe donc maintenant au gros dossier de la semaine et on commence par le retour de Plus belle la vie qui se fera sur TF1. Enfin, en tout cas, c'est très possible que ça fasse son retour sur TF1. On vous dit tout. En effet, orphelin depuis le 18 novembre 2022 et la diffusion du dernier épisode des 18 saisons de Plus belle la vie, les millions même de fans de Plus belle la vie retiennent leur souffle. La série culte aura-t-elle un avenir et fera-t-elle son retour sur une autre chaîne ? Eh bien, c'est ce que les fans attendent. Avec près de 4600 épisodes, les fans de Plus belle la vie sont habitués aux nombreux rebondissements. C'est très bien ce qui pourrait arriver pour l'avenir de la série, puisqu'elle pourrait peut-être elle-même ressuscité. Mais après le démontage des décors historiques au pôle média de la Belle Mai, l'affaire semblait être pliée jusqu'à ce que le journaliste Clément Garin, conforté par Closer, ne révèle qu'un possible retour pourrait se faire sur TF1. Cette semaine, c'est le journal La Provence qui a révélé de nouvelles informations sur ce potentiel retour. Selon leurs informations, la filiale Newen Studio, producteur de Plus belle la vie, est en train d'imaginer une nouvelle existence au feuilleton. En effet, il y a 2 semaines, la société présentait à la mairie de Marseille une déclinaison du feuilleton dans une version plus courte qui pourrait être resserrée autour d'une quinzaine de minutes. Laurent Lardy, adjoint délégué à l'économie et à l'emploi à la mairie de Marseille, indique à la Provence, je cite, « Nous avons reçu plusieurs projets d'occupation des studios du pôle média dont nous sommes propriétaires, parmi lesquels effectivement une reprise de Plus belle la vie sous une forme différente. Newen était encore en attente d'un retour de son commanditaire pour validation. Ce possible feu vert de TF1 pourrait intervenir avant l'été, indique le journal. Mais alors, quel serait le casting ? Les équipes techniques qui sont très habituées à cette machine Plus belle la vie seraient-elles de retour ? Pour le moment, rien ne filtre. La comédienne Cécilia Ornus avait cependant glissé à Téléstar, je cite, « J'y crois bien sûr, je serais ravi d'en faire partie si ce projet se concrétise ». Confier celle qui a incarné Blanche dans la série à l'écran. Les acteurs qui ont été contactés par la Provence n'ont pas fait plus de commentaires que cela. TF1 avait déjà indiqué à propos de Plus belle la vie auprès de Pure Média, je cite,
Plus belle la vie est une marque formidable à laquelle nous croyons beaucoup, mais rien n'est arrêté à ce stade. Certaines sources de la Provence indiquent, je cite, « La société est dans une phase de négociation avec la chaîne sur la forme que pourrait prendre le programme. L'idée de tourner à la Belle de Mer est en tout cas bien avancée. Il y a la possibilité de reconstruire des décors et des scénaristes sont au boulot. » Laurent Lardy, adjoint donc à l'emploi et à l'économie à la mairie de Marseille, indique, je cite, « La moitié du site, soit 10 000 m² est toujours occupée par des associations, des startups, et nous savons que nous n'aurions aucun mal à trouver preneur pour le reste du local. Toutefois, maintenir une activité de tournage sur le pôle est la stratégie privilégiée par la mairie, indique le journal, avant notamment le déploiement de studios Méditerranée sur l'ancienne usine Saint-Louis-Sucre. Alors, Plus belle la vie sera-t-elle bientôt de retour sur TF1 ? La réponse, c'est dans quelques mois et on ne manquera évidemment pas l'occasion de vous en informer dans cette émission. On parle maintenant de l'Arcom qui inflige une nouvelle amende à Touche pas mon poste après les insultes de Cyril Hanouna envers Anne Hidalgo. Ce vendredi 31 mai, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, a publié sa décision concernant une séquence qui s'était déroulée dans Touche pas à mon poste présentée par Cyril Hanouna sur C8 le 5 octobre 2022. Le régulateur a décidé de sanctionner l'éditeur pour les propos violents en direction de Anne Hidalgo. L'autorité décrit, je cite, « Durant cette séquence, la maire de Paris, qui ne participait pas à l'émission, a fait l'objet d'attaques nominatives de la part du présentateur Cyril Hanouna, qui l'a invité à fermer sa gueule et à chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries, la mise au nombre d'une bande d'abrutis s'exclamant « nous fait chier » et réitérant à plusieurs reprises l'expression « ferme ta gueule ». Ainsi, selon le gendarme de l'audiovisuel, ces propos étaient de nature à porter atteinte aux droits de la maire de Paris et au respect de son honneur et de sa réputation. Dans son communiqué, l'Arcom a estimé que, je cite, « Cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne, au regard d'une part de la nature, de l'ampleur et de la gravité de ses manquements, et d'autre part des précédentes sanctions prononcées pour cette violation antérieure de cette même obligation. L'autorité a donc prononcé une sanction de 300 000 € à l'encontre de la société C8. » Le 9 février dernier, l'Arcom avait déjà sanctionné et condamné C8 à une amende record de 3,5 millions d'euros dans l'affaire de Louis Boyard. Invité du talk show, le parlementaire avait alors été menacé par Cyril Hanouna après que ce dernier ait abordé le prénom Vincent Bolloré, l'actionnaire de C8, lors d'un débat sur l'Ocean Viking. Furieux, Cyril Hanouna s'était alors emporté et avait alors qualifié le député de la NUPES de merde, d'abruti ou encore de bouffon. Dans un communiqué, l'autorité avait estimé, je cite, que ces propos ont porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation, et que cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne. L'animateur avait alors tout de suite réagi dans Touche pas mon poste et avait indiqué, je cite, « L'Arcom vient de rendre son verdict dans l'affaire Louis Boyard contre TPMP. Il sanctionne C8 à une amende de 3,5 millions d'euros. Sachez que c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi, 3,5 millions d'euros, ça tombe comme ça, la roue de la fortune. Merci, on ne fera pas de commentaires. C8 est bien là et pendant longtemps. » Pour l'instant, Cyril Hanouna n'a pas réagi à cette nouvelle condamnation. En tout cas, l'émission est au cœur de nombreuses polémiques en ce moment, avec donc cette condamnation, mais aussi le départ surprise de Mathieu Delormeau. Alors, que se passe-t-il dans Touche pas mon poste ? En tout cas, la saison va bientôt se terminer pour la chaîne et les audiences sont en légère baisse depuis quelques semaines. Et on entame maintenant un très gros dossier sur la deuxième saison de Drag Race France. Adapté de l'émission RuPaul Drag Race lancée en 2009 aux États-Unis, l'émission s'est exportée dans près de 16 pays et en 2022, c'est la France qui a adapté cette émission sur le service public avec France Télévisions. Cette première saison a connu un très beau succès auprès des fans de l'émission, auprès de la presse, mais aussi auprès du public en général, avec près de 7 millions de téléspectateurs sur l'ensemble de la saison. C'est également un succès sur les réseaux sociaux puisque c'est le sujet le plus discuté chaque semaine au moment de la diffusion et il y a eu également une tournée à guichet fermé. Drag Race revient cette année avec des nouveautés et notamment des nouveaux défis. Voici donc quelques-uns qui ont été révélés dans le communiqué de presse. Et Drag Race France revient cette année avec de tout nouveaux rendez-vous, ça on en parle juste après, mais pour rappel, dans chaque épisode, les queens s'affrontent dans des mini et des maxi défis, l'occasion pour elles de montrer toute l'étendue de leur talent artistique, en maquillage, en mode, en danse, en chant ou encore en comédie.
À la fin de chaque épisode, les reines défilent avec leur plus beau look sur le thème imposé de la semaine. Les deux reines en bas de classement s'affrontent alors pour savoir qui doit rester dans la terrible épreuve du lip sync. C'est un playback sur une chanson du répertoire français et c'est Nicky Doll qui choisit donc qui doit rester à la fin de cette épreuve. Comme l'année dernière, des émissions thématiques auront lieu et des défis cultes seront à l'honneur, comme par exemple le Snatch Game, qui est une parodie loufoque d'une émission dans laquelle les reines s'affrontent avec leurs meilleures imitations de personnalités. Il y a le bol qui vient donner du fil à retordre aux queens, puisque comme toutes les semaines, elles doivent défiler devant le jury, mais cette fois, elles doivent faire 3 looks sur 3 thèmes différents, et en plus, pour la petite spécificité, c'est que le dernier look, elles n'ont que quelques heures pour le réaliser, avec des tissus imposés par la production. Il y a ensuite le Reading Challenge, c'est le moment où toutes les blagues sont permises, même les plus piquantes. Et enfin, il y a le Makeover Challenge, c'est le moment où les queens devront mettre en drague une personne qu'elles connaissent et qui est proche et qui n'a pas l'habitude de faire du drag. En plus de l'émission habituelle, cette année, il y aura d'autres émissions, comme par exemple d'abord le Meet the Queen, qu'on me ramène mes nouvelles queens, pour la première fois et en avant-première sur France Télévisions. Découvrez donc le portrait des 11 nouvelles reines de Drag Race France saison 2, en exclusivité et en intégralité sur la plateforme France.tv, et en programme court sur France 2 tous les jours. Il y aura évidemment l'émission hebdomadaire Drag Race France saison 2, une seule sera la reine, qui sera évidemment diffusée sur France TV /, mais aussi sur France 2, et pour la première fois en Europe, la grande finale se déroulera en public au Grand Rex, en août prochain. Enfin, il y aura Drama Queen chez Paloma, c'est l'after show officiel de Drag Race France saison 2. Installée confortablement dans son canapé, Paloma débriefera avec ses sœurs qu'elle invite chaque semaine l'épisode qui a été diffusé. Entre rire et émotion, les queens de la saison 1 commentent les prestations des nouvelles queens sur leur look, leur défilé, les potins, les petits conseils. Bref, c'est une nouvelle émission qui sera passée au peigne fin avec les anciennes, avec toute bienveillance et surtout sans langue de bois. Tous les épisodes seront à retrouver sur France.tv et également sur France 2. Pour l'arrivée de ce show, France Télévisions a décidé de mettre beaucoup de moyens avec une campagne publicitaire sur le numérique, mais aussi avec des affiches ambitieuses sur les antennes. Par ailleurs, pour accompagner le lancement de cette saison 2, une soirée exceptionnelle sera proposée avec la grande soirée des cabarets présentée par Nicky Doll et Stéphane Bern. France 2 mettra ainsi à l'honneur pour la première fois au château de Fontainebleau les plus grands et mythiques cabarets de France. Nicky Doll et Stéphane Bern amèneront les téléspectateurs dans un voyage au cœur des cabarets de France et au cœur de ces prestigieuses revues que tout le monde entier nous envie, avec notamment le Moulin Rouge, le Paris Latin, le Crazy Horse ou encore Chez Michou, Madame Arthur et le Royal Palace. Plus de 200 danseurs sont prévus, une pléiade d'artistes dont Paloma, la gagnante de la première saison de Drag Race. Elles seront présentes dans cette émission exceptionnelle sur le service public. Il y aura aussi le documentaire Le Phénomène Drag Race saison 1, un an avec les queens. Un an après le succès de Drag Race saison 1, c'est l'heure des retrouvailles pour les sœurs de la saison 1. Dans un appartement, Paloma reçoit donc ses sœurs pour revenir sur cet incroyable phénomène et avec une pointe de nostalgie et beaucoup d'humour. Et enfin, on termine ce gros dossier sur Drag Race avec le casting. Ainsi, vous allez retrouver Cookie County. Chez Cookie County, le drag est une histoire de famille. En effet, Cookie a découvert cet art avec sa sœur, elle-même drag. Née à Montréal et âgée de 29 ans, Cookie a quant à elle débuté le drag il y a 7 ans. Elle est l'une des pionnières du renouveau du drag français et devient rapidement une figure reconnue. Elle rencontre du succès au cinéma, à la télévision en France et à l'étranger. Il y a ensuite Ginger Beach. Née à Caen, Ginger Beach est désormais une reine du sud de la France. C'est à Nice que cette reine à l'humour ravageur a posé ses valises pleines de tenues so fashion. À 44 ans, cela fait seulement 3 ans qu'elle évolue dans le monde du drag et elle veut montrer qu'il n'y a pas d'âge ni de critères physiques pour réaliser ses rêves et que tout est possible quand on se donne les moyens. Il y a ensuite Kayona. Kayona a elle 31 ans et elle a débuté dans le drag avec le voguing dans une ballroom parisienne il y a 10 ans. Elle est aujourd'hui considérée comme une légende de la scène ballroom français, reconnue dans le monde entier pour ses performances scéniques explosives et son goût prononcé pour la mode. Son nom de drag lui vient du prénom de sa nièce qui est née 2 ans avant qu'elle se lance dans ce milieu. Il y a ensuite Kippy Space. Kippy Space est une drag queen française d'origine vietnamienne de 27 ans. Elle s'est mise en drag pour la
première fois lors d'une soirée d'Halloween en 2019 et ne s'est jamais arrêtée depuis. Styliste de profession, elle se fait rapidement remarquer pour ses looks et ses make-up plus incroyables les uns que les autres, et elle se sert également de son art pour mettre en valeur la culture asiatique et en combattant les clichés. Il y a ensuite Mami Wata. Mami Wata a commencé le drag en Côte d'Ivoire, d'où elle est originaire. Étudiante en droit, elle laisse rapidement son amour pour le drag guider sa vie. Son nom de drag lui vient d'une déesse africaine qui provoquerait tous les comportements considérés comme déviants par la société. En choisissant de porter son nom, elle transforme ce qui est considéré comme une malédiction en libération. Il y a ensuite Moon qui est originaire de Genève. Moon est officiellement la première candidate suissesse des franchises Drag Race. Âgée de 31 ans, elle évolue dans le monde du drag depuis 6 ans, notamment au sein du collectif Genevas qui organisait des soirées queer à travers la Suisse. Femme transgenre, Moon utilise l'art du drag comme une plateforme pour célébrer la transidentité. Aujourd'hui, elle performe principalement à Genève, mais aussi dans toute la Suisse, en Islande, mais aussi au Kosovo, au Royaume-Uni et évidemment en France, notamment dans la région de Grenoble. Il y a ensuite Peach, elle est âgée de seulement 26 ans. Peach a déjà une belle carrière, chanteuse, danseuse, comédienne ayant défilé pour Gaultier. Elle revient dans la troupe du Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier en 2018 et découvre le drag pour les besoins du spectacle en y incarnant le sosie de Conchita Wurst. C'est une révélation pour elle. D'origine gitan et algérien, son nom de drag Peach est un mot gitan qui signifie phallus et elle s'amuse des codes du genre et mélange l'ultra féminin et l'ultra masculin, le folklore et le moderne. Il y a ensuite Punani. Punani a 32 ans et elle a commencé le drag en 2013 en même temps que Rose, incarnée par sa meilleure amie d'enfance. Ensemble, elles forment le duo Rose et Punani qui seront en compétition dans l'émission. Performeuse, le duo devient incontournable dans le monde de la mode et les soirées parisiennes, mais surtout sur les réseaux sociaux sur lesquels elles postent des formats humoristiques et culturels, mettant en avant leur amour du vintage, véritable artiste visuel inspiré par le cinéma d'épouvante et les séries B, les années 80 et les comédies musicales. Il y a donc Rose, comme je le disais, qui est parisienne, qui a 32 ans et qui est psychologue de profession. Elle est la comparse de Punani depuis 10 ans en tant que drague et 20 ans en tant qu'amie. Ensemble, elles ont performé dans des lieux mythiques de la capitale. Dans l'émission, elles seront en compétition l'une contre l'autre pour la première fois. La légende raconte que Rose tient de son nom de drague de la ville où elle a passé son enfance, Alloy-les-Roses. Il y a ensuite Sarah Forever, elle est originaire de Bordeaux. Sarah Forever, 33 ans, évolue dans le monde du drag depuis 3 ans. Performeur et chorégraphe, évoluant dans des champs artistiques protéiformes, ses créations vestimentaires et scéniques mêlent culture populaire et scène expérimentale. Le drag représente également sa revanche sociale, venant d'un milieu sans héritage culturel où monter sur scène paraissait inaccessible. Sarah veut montrer qu'on peut réaliser ses rêves, peu importe d'où l'on vient. Et enfin, il y a Vespi, du haut de ses 23 ans, la lilloise Vespi a commencé le drag il y a 3 ans et demi. Son nom de drag lui vient de son affection pour l'esthétique de la guêpe, cet insecte piquant à la silhouette très particulière, la fameuse taille de guêpe. Véritable reine de beauté et du style, met son amour du disco en avant. Vespi se fit vite une place remarquée dans la scène drag française, avec ses looks à couper le souffle, son esthétique unique et sa bonne humeur lui ont ouvert les portes des plus belles scènes drag françaises, mais aussi de campagnes publicitaires prestigieuses comme MAC ou encore Visa, d'un clip d'Ariel Dombal ou encore de la série aussi fashion et Frenchy qu'est Emily in Paris dans laquelle elle apparaît. Et on l'a appris après l'enregistrement de cette vidéo, mais on connaît maintenant les dates de diffusion de Drag Race qui sera proposée en seconde partie de soirée dès le vendredi 30 juin prochain à 22h55 sur France 2. A noter que comme l'année dernière, les épisodes de Drag Race France seront diffusés en avant-première sur France.tv tous les vendredis à 18h. Le programme court Meet the Queen sera diffusé du lundi au vendredi à 20h45 toujours sur France 2. Soirée spéciale également Drag Race sur France 2 le samedi 24 juin prochain, jour de la marche des fiertés à Paris. À 21h10, vous retrouverez donc la grande soirée des cabarets animée par Stéphane Bers et Nicky Doll comme je vous en parlais dans cette émission. Et à 23h, vous retrouverez le documentaire Le phénomène Drag Race France, un an avec les Queens. C'est donc à retrouver sur France TV / tout bientôt.
En tout cas, voilà pour ce gros dossier sur Drag Race France. Cette fin d'émission, on s'envole dans le fabuleux monde de la télé-réalité pour évoquer les changements dans Love Island, mais aussi les influx voleurs, et on en parle juste après ce petit jingle, c'est parti. Et on commence donc avec W9 qui rappelle les stars de la télé-réalité pour espérer remonter les audiences de Love Island. Pourtant, au lancement de l'émission, l'argument fort c'était justement le casting 100% anonyme pour plus d'authenticité et de bienveillance. Un mois plus tard, les belles paroles des dirigeants du groupe M6 semblent donc bien loin, et pour cause, depuis son lancement sur la chaîne privée le 25 avril dernier, les audiences de l'Access Prime Time de W9 ont plus que dévissé et ont chuté. En moyenne, du lundi au vendredi à 20h, les péripéties des Islanders venus trouver l'amour n'ont rassemblé que 242 000 téléspectateurs, soit 1,2% de part d'audience, des scores décevants, loin des 392 000 fidèles devant la dernière saison des Apprentis Aventuriers, ou encore des 456 000 Français devant la première saison des 50. Des performances alarmantes pour un divertissement qui coûte à peu près la même chose qu'une édition classique des Marseillais, mais pour des scores bien loin de ceux-ci. Face aux audiences décevantes, W9 fait donc machine arrière et tente le tout pour sauver son émission de télé-réalité et faire revenir les fans de la première heure de la télé-réalité. Exit donc le casting composé de candidats 100% anonymes, sincères et qui ne sont pas des professionnels de la télé. En effet, le week-end dernier, la villa de la Grande Canarie a vu débarquer Nicolo Ferrari, l'un des candidats les plus en vogue de la télé-réalité française, avec 854 000 abonnés sur Instagram et qui a notamment participé aux Apprentis Aventuriers ou justement aux 50. Dans celle-ci, il avait multiplié les conquêtes, de quoi douter un petit peu de sa sincérité. Un nombre de conquêtes qui est loin d'être celle de Bastos, qui a lui aussi intégré l'émission et qui est lui aussi une star du genre dans la télé-réalité, et qui a fait son entrée le mercredi 24 mai dernier. Rebelote encore ce dimanche 28 mai avec l'arrivée dans la villa de Marois, ex-candidate du Reste du Monde. Jérôme Fourcret, le directeur général de W9, assume cette décision et indique, je cite, « Cette décision vise à amplifier les audiences encourageantes sur les jeunes et à améliorer l'audience linéaire. Nous avons déjà fait les effets avec un bond spectaculaire de l'audience sur les réseaux sociaux, l'accélération des téléchargements d'applications avec plus de 150 000 téléchargements à ce jour et un score qui continue à se consolider sur les cibles commerciales. Les audiences sont encourageantes sur les jeunes et en digital, en progression régulière sur les 4 semaines de diffusion. Avec le replay, la part de marché atteint 4% sur la cible commerciale et 6% auprès des moins de 35 ans. L'installation d'une nouveauté aussi ambitieuse demande du temps et de la réactivité. Plusieurs signaux nous montrent que l'émission est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Reste donc à savoir si les audiences de Love Island vont enfin décoller ou si l'île va rester déserte. Et on termine avec certains influx voleurs qui ont été rattrapés par la répression des fraudes. Ilan Castronovo, Simon Castaldi, Capucine Anav, Anthony Matteo ou encore Gaëtan Debled et Léa Monchivecourt sont visés par des injonctions de la Direction Générale de la Répression des Fraudes, la DGCCRF. Ils sont rappelés à l'ordre à la suite de pratiques commerciales frauduleuses. Dans chacune de ces injonctions, la DGCCRF mentionne que les influenceurs ont été, je cite, rémunérés par des partenariats commerciaux pour promouvoir leurs produits. Seul problème, les communications au profit de ces marques n'indiquent pas leur intention commerciale. Sur les 6 personnes ciblées par la DGCCRF, 5 ont été sanctionnées pour leurs pratiques sur Instagram. Capucine Anav a quant à elle reçu une injonction pour ses pratiques sur Snapchat. Anthony Matteo, lui, fait l'objet de reproches sur Instagram et sur Snapchat. Dans le détail, les mauvaises pratiques de Capucine Anav, Anthony Matteo ou encore Ilan Castronovo vont au-delà du simple partenariat dissimulé. Anthony Matteo a par exemple présenté des prestations d'injection d'acide hyaluronique par une esthéticienne, or cet acte doit légalement être réalisé par un médecin. Pour sa part, Ilan Castronovo a indiqué pouvoir optimiser les chances de gain grâce à des services de conseil en paris sportifs. Capucine Anav, elle, a l'injonction la plus remplie. La DGCCRF lui reproche d'avoir vanté l'absence de diphénol A au sein d'un biberon et tétine pour enfants, alors que cette substance est complètement interdite dans la loi. L'influenceuse a également mis en avant les bienfaits de produits sur la circulation ou sur la santé. Sauf que la répression des fraudes indique que ces informations étaient fausses et non justifiées.
Enfin, Capucine Anna a également fait la promotion de patchs mobiles dits anti-ondes. Elle expliquait que le produit offrait une absorption complète et efficace des ondes mobiles et mettait en avant les bénéfices pour la santé. Or, là encore, aucune information scientifique n'a pu prouver ce qu'elle démontrait. Les mesures d'injonction administrative notifiées à ces 6 influenceurs leur ordonnent donc d'arrêter ces fameuses pratiques, ce qui paraît plutôt évident, mais aussi de poster sur leurs différents réseaux sociaux les différentes injonctions de la DGCCRF. Ilan Castronovo et Simon Castaldi avaient été les premiers à le faire sur Instagram dès le jeudi 1er juin. Capucine Anna, elle, l'a fait le lendemain, le vendredi matin. En revanche, les profils de Gaëtan Deblay et Léa Manchicourt ne montrent pour l'instant aucun message de prévention de ce type. Quant à Anthony Matteo, son compte Instagram est en privé, mais il n'a toujours pas posté également cette injonction. Ces injonctions font suite à des contrôles organisés au premier trimestre 2023 par la répression des fraudes. Sur les 50 influenceurs passés au crible, 30 se sont vus reprocher des pratiques sur les réseaux sociaux. L'annonce avait été faite par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le 3 mai dernier, et il avait déclaré « Nous allons donner des noms ». Il semble donc que c'est à travers ces injonctions que les influenceurs n'ayant pas respecté les règles ont donc été pointés du doigt. Là aussi, on ne peut que croire que ce n'est que le début de cette affaire et qu'on en reparlera sûrement dans cette émission dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. Voilà, c'est la fin de ce JT de la télé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur tous les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour encore plus d'infos médias, et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!